This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Okay, you can do this. I know. Carvana makes it so convenient to sell your car. It's just hard to let go. My car and I have been through so much together. But look, you already have a great offer from Carvana. That was fast. Well, I know my license plate and VIN by heart, and those questions were easy. You're almost there. Now to just accept the offer and schedule a pickup or drop-off. How'd you do it? How are you so strong in letting go of your car? Well, I already made up my mind, and Carvana's so easy. Yeah, true. And sold. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Aujourd'hui, chose promise, chose due. Après de longs et fastidieux épisodes quant à la potentialité de l'émergence de vie, de comment l'espace a pu s'enrichir d'éléments complexes au fur et à mesure des milliards d'années, et de comment cette matière complexe a-t-elle pu se combiner pour former la vie, nous touchons enfin à notre but, à savoir partir à la découverte de la vie qui pourrait se cacher dans l'univers. Si vous vous souvenez bien, le dernier épisode s'intitulait « Exomonde, du rêve à la réalité », où Sean Raymond nous expliquait justement de comment, d'idées saugrenues, il utilisait la physique, les mathématiques, la simulation pour arriver à des résultats concrets. Ça ne vous aura pas échappé, le titre de cet épisode est exactement l'inverse. Maintenant que nous connaissons la réalité des choses, la réalité sur la recherche des mondes habités par les scientifiques, quant à l'émergence de matières complexes, de matières organiques, il est temps pour nous de nous appuyer sur ce que nous avons construit au cours des derniers épisodes pour pouvoir mieux nous propulser à travers l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Aujourd'hui, plongeons dans un univers fascinant. Un univers rempli de mondes lointains et mystérieux, les exoplanètes. Depuis la découverte de ces astres situés bien au-delà de notre Soleil, que ce soit les auteurs de science-fiction ou les scientifiques, notre imagination est en ébullition. Que pourrions-nous trouver là-bas? Quels secrets et merveilles extraordinaires se cachent sur leur surface? Nous explorerons les paysages extraordinaires de ce vaste bestiaire, des super-terres au mini-Neptune en passant par les lunes exotiques. Vous allez voir que ces planètes nous invitent souvent à repousser les frontières de notre compréhension, de notre imagination et explorer les possibilités infinies des exoplanètes mais aussi de la vie dans l'univers. Permettez-moi de commencer ce voyage en vous emmenant vers une perle céleste nichée aux confins de l'espace. L'exoplanète 55 Cancri E. Telle une danseuse éthérée, cette planète flamboyante tourbillonne avec grâce et mystère autour de son étoile. Imaginez un monde d'une intensité saisissante, où les passions brûlent plus vives que les flammes stellaires qui l'illuminent. Je ne vais pas vous faire de faux espoirs, sa surface en fusion permanente rend toute forme de vie impossible. Mais il était intéressant de s'y arrêter pour la survoler, afin de profiter de cette vue à couper le souffle. Un océan de lave s'étend à perte de vue, sous un ciel étincelant de silicates qui reflète la lueur de la lave en dessous d'elle. Quel meilleur choix pour une première destination. 55 Cancri E est une exoplanète fascinante située à seulement 40 années-lumière de la Terre, et un monde extraterrestre d'une intensité inouïe. Cette super-Terre a un rayon 2 fois plus grand que celui de notre planète et présente des caractéristiques hors du commun qui suscitent l'intérêt des scientifiques et des astronomes. L'une des particularités frappantes de 55 Cancri E, c'est sa proximité avec son étoile. Cette exoplanète accomplit une orbite complète autour de son étoile en seulement 18 heures terrestres. Ce qui donc signifie qu'elle se trouve extrêmement près de son étoile. Et donc, les conditions qui y règnent sont donc d'autant plus inhospitalières pour la vie, telle que nous la connaissons.
La surface de 55 Cancri E est un paysage rocheux aride s'étendant à perte de vue. Les températures atteignent près de 2000 degrés à la surface, créant un océan de lave. Les volcans actifs crachent régulièrement des jets de lave incandescents dans le ciel, ajoutant une dimension surréaliste à l'atmosphère de cette planète infernale. La proximité extrême avec son étoile a également un impact sur l'atmosphère de 55 Cancri E. Une des particularités intrigantes de 55 Cancri E réside dans sa composition. Les recherches suggèrent que cette exoplanète est principalement constituée de carbone. Or, dans ces conditions de pression et de température, il est très probable que ce carbone se présente sous la forme de diamants et de graphite. Mais la plus grosse particularité de ce monde, c'est que sur 55 Cancri E, étant donné la proximité à son étoile, la planète présente toujours la même face à celle-ci, tout comme notre Lune, influencée par la forte attraction gravitationnelle de la Terre, nous présente toujours la même face. Sur 55 Cancri E, les jours sont éternels, et les nuits, des mirages où la chaleur embrase les horizons sans répit. Sa surface est ruisselante de magma en fusion, telle une toile céleste peinte à l'encre et qui brille d'une intensité inouïe, illuminant le paysage d'une lueur incandescente. Mais du côté non exposé, là où la température est encore suffisamment froide pour refroidir et solidifier la roche, vous pourriez marcher sur un sol encore fumant et incrusté de graphite, de diamants et d'autres cristaux qui scintilleraient de mille feux, offrant un spectacle sans pareil et témoin de la forge ardente qui a sculpté cette planète unique. Mais le spectacle ne se joue pas que au sol, il se joue aussi dans le ciel. Les scientifiques pensent que cette planète pourrait abriter une atmosphère dense. La chaleur est telle du côté exposé que les roches silicatées en fusion s'évaporent. L'atmosphère transporte ces vapeurs de roches en fusion du côté éclairé vers le côté sombre via des courants ascendants. Et une fois à la surface nocturne, plus froide, ces nuages constitués de gouttelettes de silicate en fusion pourraient se refroidir et se condenser en une pluie de cristal scintillant. Les études et les observations de 55 Cancri E nous permettent également de mieux comprendre la formation et l'évolution des planètes en dehors de notre système solaire. Après cette mise en bouche de ce premier joyau céleste éblouissant, nous continuons notre route, cette fois-ci à travers un environnement un peu plus clément. Laissez-moi donc à présent vous emmener sur un système pas beaucoup plus loin, à 40,5 années-lumière de la Terre, une étoile nommée TRAPPIST-1, qui brille d'une lueur énigmatique. Elle est située dans la constellation du Verseau, et le foyer du plus complet système exoplanétaire que nous n'ayons jamais rencontré jusqu'à présent, à savoir 7 planètes rocheuses, dont la planète TRAPPIST-1F, qui occupe une place spéciale. TRAPPIST-1 est une naine rouge ultra froide. Alors elle est certes bien plus massive que Jupiter, mais bien moins que le Soleil, et donc bien plus froide. Elle a une masse d'environ 0,08 fois celle du Soleil. Et son système planétaire est un trésor cosmique, avec des planètes de taille similaire ou inférieure à celle de la Terre. C'est le système solaire dont les planètes se rapprochent le plus de ce que nous connaissons dans notre propre système solaire. Cependant, ce qui distingue vraiment le système TRAPPIST-1, c'est son extrême compacité. Imaginez, toutes les planètes de ce système sont situées sur une orbite plus petite que celle de Mercure dans notre propre système solaire. Autrement dit, tout le système entier TRAPPIST-1 et toutes ces planètes pourraient être contenues dans la distance qui sépare le Soleil de Mercure. Un système solaire de poche miniature, où les planètes tournent toutes autour de leur étoile en quelques jours seulement et ne sont éloignées les unes des autres que de quelques millions de kilomètres seulement. Dans tout ce système, concentrons-nous sur TRAPPIST-1F.
d'une taille et de densité relativement similaires à la Terre, elle est la merveille parmi les merveilles. Elle est en plus de ça située dans la zone habitable de son étoile. Et sa proximité lui offre des températures clémentes, lui permettant potentiellement d'abriter de l'eau liquide à sa surface. Cependant, tout n'est pas tout rose. Avec une distance à son étoile de seulement 0,045 unités astronomiques, soit seulement 7 millions de kilomètres, contre 150 millions pour notre Terre, et une période orbitale de seulement 12 jours, une question cruciale se pose. L'eau sur TRAPPIST-1F est-elle soumise à une évaporation due au vent solaire intense émis par son étoile? Bien que plus petites et de luminosité plus faible, elles sont souvent plus capricieuses. Et elles produisent des éruptions solaires extrêmement puissantes qui peuvent souffler des atmosphères entières d'une planète un peu trop près. Les scientifiques étudient donc attentivement si TRAPPIST-1F a pu conserver son atmosphère et son eau liquide malgré cette exposition au vent solaire. Des études montrent que la planète aurait pu subir un emballement de l'effet de serre pendant les premières dizaines d'années ou même centaines de millions d'années après sa formation. Et c'est justement dans cette période que la quasi-totalité de l'évaporation, s'il y en a lieu. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien, soumis au vent solaire extrêmement puissant, les particules chargées provenant de l'étoile interagissent avec l'atmosphère de la planète. L'atmosphère est alors essentiellement composée de vapeur d'eau, et lorsque ce vent solaire entre en collision avec les molécules d'eau de l'atmosphère, elle arrache de ces molécules d'eau les atomes d'hydrogène plus petits et donc plus faciles à expulser. Ces atomes d'hydrogène sont voués à s'évaporer progressivement dans l'espace, tandis que l'oxygène restant, plus lourd, reste sur la planète. C'est donc la double peine pour cette petite planète. Non seulement son étoile est capricieuse, tumultueuse, mais en plus, elle reçoit d'autant plus violemment le vent qu'elle est près de son étoile. Il est donc probable que la planète se soit littéralement asséchée. C'est exactement ce qui s'est passé sur Mars, laissant derrière elle le paysage désertique que l'on connaît aujourd'hui. Mais ne soyons pas totalement pessimistes. Si cette planète a eu la chance de se former plus loin de son étoile, alors il y a de fortes chances qu'elle présentait initialement d'une beaucoup plus grosse quantité d'eau que celle sur Terre. Si tel est le cas, alors il est possible qu'il reste suffisamment d'eau pour voir une vie s'y développer, dans une atmosphère désormais riche en oxygène, et surtout dotée d'une couche d'ozone, qui provient de la réaction de ces particules solaires avec l'oxygène, et permettant donc de protéger un peu plus la vie des puissants rayonnements ultraviolets issus de son étoile. Une autre particularité de TRAPPIST-1F est que, comme 55 Cancri E, elle est en rotation synchrone. Elle aussi présente donc toujours la même face à son étoile. Une face est donc constamment plongée dans une obscurité perpétuelle, tandis que l'autre est éternellement baignée de lumière. Imaginez-vous atterrir à la surface de TRAPPIST-1F. Votre regard serait captivé par un paysage fascinant où se mêlent des airs de sable d'un côté et des airs de glace de l'autre. Tout ce panorama baigné d'une lueur rouge-orangée intense provenant de l'étoile toute proche. Dans le ciel, un balai céleste composé de toutes les planètes voisines qui se meut dans une danse constante, tel un quartier de lune par-ci ou une demi-lune par-là. Pendant que vous essayez de vous habituer à ce nouveau paysage, une brise rafraîchissante vous caresse. Tandis qu'au loin, un son grave et lancinant vous donne la chair de poule. Nous sommes dans la zone du Terminateur. C'est cette zone à la frontière entre ombre et lumière éternelle. C'est ici, dans ce crépuscule, que les oasis de vie émergent. Pourtant, la vie sur TRAPPIST-1F est un défi constant. À cause de cette différence énorme de température entre les deux hémisphères, la planète voit naître des circulations importantes de courants chauds qui atteignent des vitesses supersoniques à haute altitude, tandis que des courants froids, à plus basse altitude, provenant de l'hémisphère dans l'obscurité,
se dirigent à leur tour vers la zone éclairée. Malgré ça, la vie trouve un moyen de prospérer dans ces conditions hostiles. La présence de glace du côté sombre de TRAPPIST-1F, conservée grâce à un champ magnétique protecteur, offre une lueur d'espoir. Les températures permettent l'émergence d'étendues d'eau liquide dans cette zone du terminateur, permettant l'éclosion d'une vie étonnamment diversifiée. La flore de TRAPPIST-1F s'est rapidement adaptée à ces conditions. Certaines plantes ont évolué pour absorber un maximum de lumière en développant non pas des pigments verts, mais des pigments bruns noirs. Ces espèces ont la particularité de ne pas avoir de racines et se déplacent comme des tumbleweeds au gré du vent qui les transporte. D'autres, en revanche, ont développé des racines extrêmement puissantes, desquelles émerge un tronc fin et très rigide pour résister au vent supersonique. En haut du tronc, des feuilles gigantesques d'un noir profond, capables de capter chaque rayon de lumière. Parmi la faune singulière de TRAPPIST-1F, on trouve des sortes de coléoptères géants. Pourtant, ils semblent dépourvus de membres locomoteurs. Alors comment se déplacent-ils ? Alors que vous l'observez, l'un d'entre eux déploie des grandes ailes, semblables à des voiles. Il profite alors des courants ascendants pour s'envoler. Lorsqu'il a repéré dans les airs une petite proie, l'animal rétracte ses ailes et descend en piqué sur sa proie à haute vitesse grâce à une carapace aérodynamique et profilée leur permettant de fendre l'air. Mais la vie sur TRAPPIST-1F ne se limite pas à la faune ni à la flore. Des êtres intelligents ont émergé sur cette planète venteuse. Ils sont petits, afin de résister aux vents violents, et ils possèdent ce que l'on pourrait appeler des yeux, en tout cas un grand système de perception optique, tellement elle est ténue. Leur communication s'est développée oralement, à travers un système d'infrasons distinct du bruit du vent permanent. Ces êtres semblent habiter dans des petites maisons enterrées pour se protéger des tempêtes de sable dévastatrices ainsi que des radiations lors d'éruptions solaires. Le vent caractéristique de TRAPPIST-1F constitue également une menace pour la survie. Néanmoins, ces êtres intelligents ont su tirer parti de leur environnement inhospitalier. En effet, de ce vent provient leur principale source d'énergie. Et il est fort à parier que l'utilisation du vent était sans doute l'un des premiers pas de leur évolution vers une civilisation. Au cœur de la zone du terminateur, là où l'ombre et la lumière se rencontrent, ce peuple ancien a vu émerger au fil des siècles des légendes qui se sont transformées en mythes, puis en véritable cosmogonie, tissée autour de cette notion d'équilibre. Ils considèrent par exemple les deux hémisphères comme deux royaumes distincts, chacun représentant une facette essentielle de leur existence. Dans leur mythologie, le côté éclairé par l'étoile est considéré comme le domaine de la lumière. Ils croient que c'est là où l'énergie vitale de toute chose et la créativité jaillissent, là où les jours sont remplis de chaleur et de lumière éclatante. Ce royaume est gouverné par une divinité solaire. Et puis, le côté plongé dans l'obscurité, lui, est considéré comme le domaine des ténèbres, de la mort, là où les nuits y sont éternelles et profondes. Et l'équilibre précaire entre ces deux mondes est assuré par la divinité la plus vénérée, la divinité qui personnifie le vent, ce vent qui souffle en permanence sur cette planète. Les chamans savent écouter les murmures de la déesse du vent, annonciatrice de bonnes nouvelles ou de catastrophes. Porteuse de sédiments fertiles ou de vents glacials qui peuvent geler les cultures, ils vénèrent cette divinité comme une force qui apporte prospérité et fertilité, mais qu'il ne faut pas énerver. Les récoltes abondantes, les fleurs éclatantes et les couleurs chatoyantes sont des signes de bénédiction de cette divinité. Mais alors que TRAPPIST-1E, la voisine à seulement quelques millions de kilomètres de là, s'élève dans le ciel, nous entendons une mélodie qui résonne non loin de là. Et
Et alors que nous nous approchons, nous découvrons ce peuple en pleine cérémonie funéraire. Elle est organisée pour honorer le défunt et lui permettre son passage dans l'au-delà, vers l'hémisphère nocturne. Le corps est préparé avec soin, habillé de vêtements légers et orné de symboles représentant la déesse du vent. La communauté se rassemble alors au sommet d'une montagne sacrée, un lieu considéré comme un point de rencontre entre le monde des vivants et des morts. À l'heure prévue, les membres de la communauté lèvent le corps dans le ciel, l'attachant à de grandes voiles très légères. Dans un mélange de chant et de musique, ils prient alors la déesse du vent, lui demandant de guider l'âme du défunt vers l'hémisphère nocturne où la déesse de la mort l'attend. Les voiles se déploient et captent les vents chauds qui balayent les montagnes. Sous le regard attentif de la communauté, le corps s'élève doucement dans les airs, porté par ces souffles puissants de la déesse du vent. La scène est à la fois solennelle et empreinte d'une certaine sérénité. Les proches du défunt offrant des prières et des musiques à base d'instruments à vent pour accompagner l'âme dans son voyage. Le vent chaud transportera l'âme du défunt vers l'hémisphère nocturne, où il sera accueilli par la déesse de la mort pour commencer sa nouvelle existence. Peut-être que cette civilisation continuera à évoluer, et si cette civilisation développe un âge d'exploration spatiale, il est fort à parier qu'il puisse très facilement conquérir l'ensemble du système solaire. D'autant plus que 2 autres planètes se situent elles aussi dans la zone habitable de l'étoile et disposent de masse et de taille similaires à Trappist 1F, respectivement Trappist 1E et Trappist 1G. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'elles se situent à des distances extrêmement faibles, de 2 à 4 millions de kilomètres. Par comparaison, la distance entre la Terre et Mars est d'environ 60 millions de kilomètres. Peut-être qu'un jour, cette civilisation quittera donc sa terre natale pour rejoindre une voisine toute proche et conquérir beaucoup plus facilement que nous son système solaire. Mais pour l'heure, c'est sur ce spectacle fascinant que nous nous retirons à petits pas et reprenons notre route vers d'autres astres tout aussi étonnants. Nous arrivons à la fin de, non pas notre voyage, car il nous reste encore tant de choses à découvrir, mais à la fin de ce premier épisode. Profitez de ce temps pour assimiler tout ce que nous avons vu aujourd'hui, afin de repartir de plus belle à la découverte de nouveaux mondes étranges. Et nous terminerons par la lecture habituelle d'un commentaire qui nous vient de Martinique, de Johan, qui nous dit « Le meilleur podcast scientifique est de loin. J'ai écouté les 28 épisodes en voiture tous les 2 jours en moins de 2 semaines. J'ai voyagé à l'infini pour commencer à comprendre l'univers. Merci, j'ai hâte de continuer à vous écouter. » Eh bien, merci encore de ma part et de celle de Willy. Et si comme Johan l'épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, une review sur Apple Podcast ou Spotify et à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Replay Media. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.